Notre environnement est-il cancérigène? C'est une question aujourd'hui très débattue, on en entend beaucoup parler, notamment dans les médias, et il est parfois très difficile de savoir ce qui relève déjà de la certitude scientifique ou encore de la simple suspicion. Pour y voir plus clair, 4 spécialistes vont nous dresser un petit peu le portrait de cette thématique, où en sont les recherches, que sait-on vraiment, que suspecte-t-on, bref, on va essayer de faire un tour d'horizon de la question. Bernard Asselin, qui est épidémiologiste à l'Institut Curie, Pascal Guénel, épidémiologiste lui à l'INSERM, Florent Devater, qui lui travaille à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy et à l'INSERM, et puis enfin un sociologue, Yann Barth, qui travaille lui au CNRS. Bonsoir à tous, bienvenue et merci pour votre présence à cette première conférence des mardis de l'Institut Curie. Juste peut-être quelques mots sur l'objectif de cette nouvelle formule des mardis de l'Institut Curie. L'idée en fait d'inviter les citoyens que nous sommes tous à venir réfléchir, s'informer et débattre avec des chercheurs et des médecins sur divers enjeux de société liés à la science et à la médecine. Moi, j'ai quand même vu souvent des personnes qui ont des conditions de vie extraordinairement difficiles, qui par exemple font une très grave dépression, et puis le cancer se déclenche 6 mois plus tard. Existe-t-il quand même un lien entre psychisme et déclenchement d'un cancer? Les neurosciences nous ont appris beaucoup là-dessus aussi. Les cancers sont des maladies très complexes. On pense qu'il y a une cellule cancéreuse toutes les minutes, toutes les 10 minutes qui se crée dans notre organisme, et cette cellule cancéreuse, elle est neutralisée par nos défenses immunitaires. Quand vous avez un syndrome dépressif, vous avez aussi une immunodépression. Vous réagissez moins au monde extérieur. Et ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y a un lien. Autant sur le téléphone portable, il y a un effet qu'on peut considérer relativement court encore, puisque l'utilisation du téléphone portable, elle remonte à une dizaine, quinzaine d'années, en tout cas en France. Donc on peut considérer que ça, c'est pas encore suffisant, qu'il faut un peu plus de recul pour mesurer l'effet réel. Par contre, sur d'autres facteurs, par exemple l'effet des lignes haute tension, il y a un historique beaucoup plus long, de plus de 50 ans. Donc il doit y avoir, je pense, des études sérieuses sur la durée qui ont déjà dû être réalisées. En ce qui concerne les champs magnétiques liés aux lignes haute tension, en fait, on est dans une situation aussi où c'est quand même très difficile expérimentalement de soumettre les rats aux champs magnétiques dans les mêmes conditions que les populations. On se base quand même essentiellement sur les études épidémiologiques pour pouvoir conclure. Les liens qui sont les mieux avérés, en tout cas, sont les leucémies de l'enfant exposées au-delà d'un certain niveau de champ magnétique, qui ont amené, il y a quelques années de ça, à classer aussi les champs magnétiques liés aux lignes haute tension dans la catégorie des cancérogènes possibles. Je voudrais quand même poser la question du fait qu'il y a 46 millions de Français qui utilisent quotidiennement, voire plusieurs heures par jour, le téléphone portable. Faut-il attendre qu'il y ait 46 millions de tumeurs au cerveau pour faire quelque chose? Juste pour rappeler que dans le principe de précaution, il est dit que les mesures doivent être proportionnées à la menace. Or, il me semble que ces mesures, pour l'instant, sont proportionnées à la menace. Puisque d'une part, il y a des recherches quand même qui se poursuivent, donc, qui montrent qu'effectivement, je crois, si risque il y avait, il serait de toute façon quand même assez faible. Et surtout, il y a déjà des mesures de précaution. On ne peut pas utiliser le téléphone en déplacement, dans les trains, etc. Il y a des mesures de précaution. Après, c'est à chacun de les prendre ou pas. Je pense quand même que s'il y avait un effet très important, on est en 2012 maintenant, on commence à être quand même dans le délai où on commencerait à voir quelque chose, je pense. Personnellement, en tout cas, quand je regarde les résultats d'expériences sur les animaux, de tout ce qui a été fait en termes de tests, je ne suis pas très inquiet du tout. Je voudrais revenir sur l'actualité. On a vu sur les OGM, l'étude qui a été publiée. Cette étude donc est qualifiée d'un peu courte, notamment sur les effectifs de rats pris en compte et sur aussi la susceptibilité de ces rats aux pathogénèses cancéreuses. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur de la part naturellement des gouvernants, mais je dirais de la communauté scientifique? Je crois que donc c'est une étude qui a eu lieu sur 200 rats, alimentés pendant 2 ans avec du maïs génétiquement modifié pour résister à l'herbicide Roundup. Et sont donc apparues des tumeurs mammaires de la taille de balles de ping-pong, donc assez impressionnantes. Je dirais que vous avez totalement raison de
de dire que les autorités et nos agences n'ont pas fait leur boulot correctement. Alors, par contre, j'ai été regarder la publication scientifique de l'équipe. J'ai été complètement ahuri sur la façon dont les médias s'emparent de quelques résultats et les rendent sensationnels. Et alors là, je peux vous dire une chose, je suis statisticien. Aucun test statistique n'est significatif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Les cas de cancer sont aussi nombreux dans le groupe contrôle que dans les autres groupes. Et il n'y a aucune différence significative entre ces différents groupes. Donc pour moi, c'est terrible parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des mouvements excessifs dans un sens comme dans l'autre.